Caroline Bradshaw travaillait encore seule dans son cabinet comptable de Cleveland, dans l'Ohio, même après 6 heures du soir. Sa personnalité douce et sa profonde compassion étaient bien perçues sur le lieu de travail, et on lui confiait souvent des dossiers particulièrement difficiles. Aujourd'hui, elle se concentre sur la comptabilité d'un client dont l'échéance approche, oubliant le temps qui passe. Constatant que la nuit était tombée, elle s'est levée et a regardé l'horloge. Il est déjà plus de 7 heures. Elle s'empresse de fermer son ordinateur portable et de le ranger dans son SAC. Sa mère Elisabeth et sa sœur Vanessa doivent être inquiètes. « Je suis désolée d'être encore en retard », appela-t-elle en ouvrant la porte de sa maison. Seul le son de la télévision résonnait dans le salon. « Oh, Caroline. Ne t'inquiète pas, nous avons pris l'initiative de dîner ?» dit Elisabeth avec un sourire un peu fatigué en voyant sa fille. « J'en ai gardé pour toi dans le réfrigérateur. » Caroline embrassa légèrement sa mère et fit un signe de tête à sa sœur Vanessa, qui était assise dans le fauteuil voisin. Vanessa lui fit un petit signe de la main et retourna à son smartphone. Et la vie des 3 femmes s'était poursuivie pendant plus de 10 ans depuis que le père de Caroline, Jonathan, avait quitté la maison. Après le divorce, son père avait coupé les ponts et la relation de Caroline avec lui s'était naturellement distendue. En se dirigeant vers la cuisine pour réchauffer le dîner qui lui a été préparé, Caroline pense au budget du ménage. En tant que soutien de famille, elle assumait la plupart des frais de subsistance de sa mère et de sa sœur. Elisabeth avait pris une retraite anticipée et ne travaillait plus qu'occasionnellement à temps partiel. Vanessa prétendait être à la recherche d'un emploi, mais ne montrait aucun effort visible. À propos de l'argent, commença Caroline en terminant son repas et en retournant dans le salon. Il semble que les dépenses se soient accumulées plus que prévu ces derniers temps. En vieillissant, on devient plus oublieux, dit Elisabeth en haussant les épaules. J'achète probablement des choses inutiles. J'ai peut-être fait trop de shopping à cause du stress, dit Vanessa sans la regarder dans les yeux. Je ferai plus attention le mois prochain. Caroline poussa un profond soupir, mais ne pouvait se résoudre à les blâmer. Elles étaient de la même famille, alors se soutenir les unes les autres était naturel, pensa-t-elle. Elle croyait en sa famille sans poser de questions. Le lendemain, alors que Caroline organisait des documents au travail, son téléphone portable sonna. Le numéro affiché ne lui était pas familier, mais pensant qu'il pouvait s'agir d'un appel lié au travail, elle décida de répondre. Caroline Bradshaw ? C'est une nouvelle assurance vie, dit une voix masculine. Je vous appelle pour vous informer que la procédure de changement de bénéficiaire de votre assurance vie est terminée. Caroline fronce les sourcils. Changer de bénéficiaire, je n'ai pas fait cette demande. Le mois dernier, une demande a été soumise pour changer les bénéficiaires en Elisabeth Bradshaw et Vanessa Bradshaw. Votre signature y figure, mais... Le cœur de Caroline s'emballe. Elle ne se souvenait certainement pas d'avoir signé un tel document. Cependant, elle ne pouvait pas imaginer douter de sa famille. Je pense qu'il doit y avoir une erreur. Je vérifierai plus tard, dit-elle, et après avoir raccroché, elle resta immobile pendant un moment. Elle était choquée par le fait que sa signature avait été falsifiée, mais elle se disait tout de même qu'il devait s'agir d'une erreur. Ce week-end-là, Caroline aidait au nettoyage de la maison comme d'habitude. Sa mère et sa sœur étaient parties faire des courses, la laissant seule pour surveiller la maison. Après avoir terminé le salon, elle commença à nettoyer la chambre de sa sœur, un endroit où elle n'avait pas l'habitude d'entrer. En essayant de passer l'aspirateur sous le lit, elle a remarqué quelque chose. Tout au fond, il y avait un vieil ordinateur portable couvert de poussière. On aurait dit qu'il n'avait pas été utilisé depuis des années. Caroline l'a sorti et l'a ramassé. Le vieil ordinateur portable de Vanessa. Elle murmura doucement. Poussée par la curiosité, elle décida d'appuyer sur le bouton d'alimentation pour voir s'il fonctionnait encore. Caroline ne s'attendait pas à ce qu'il démarre. Cependant, la machine couverte de poussière s'alluma en quelques secondes et l'écran commença à briller en bleu. Après plusieurs sons de démarrage, le bureau est apparu à l'écran.
Il ne demanda même pas de mot de passe. Et elle fonctionne encore? Dit Caroline avec un petit bruit de surprise. Une fenêtre de l'application de messagerie restait ouverte sur l'écran. Le chat du groupe familial. En faisant défiler l'écran, Caroline remarqua un échange datant d'il y a 3 mois. Et, combien devrions-nous payer pour l'assurance vie de Caroline? Nous voulons qu'elle soit aussi élevée que possible. Mais nous devrions l'augmenter progressivement pour ne pas éveiller les soupçons. En attendant, utilisons cela comme un distributeur automatique de billets. Nous avons aussi besoin de ces économies. Les mains de Caroline commencent à trembler. Sa respiration devient saccadée et sa tête tourne. Elle s'enfonce dans un fauteuil et regarde la conversation devant elle avec incrédulité. Ce devait être une blague. Elle voulait le croire. Mais la conversation se poursuivit. Les doigts tremblants. Elle fit défiler les détails horribles du plan. Il fallait changer le mot de passe du compte bancaire. Elle ne semble pas l'avoir remarqué. Caroline a mal au ventre. Sa famille, en qui elle avait confiance, sa mère et sa sœur, qu'elle avait soutenues, étaient en train de planifier sa mort. En continuant à faire défiler les pages, elle découvrit que sa mère et sa sœur discutaient froidement des plans de son assassinat. Si nous administrons du poison en petite quantité, nous établirons des antécédents de mauvaise santé. Les médecins en tiendront compte. Caroline réfléchit à ce qu'elle a vécu ces dernières semaines. Le malaise inexpliqué qu'elle avait ressenti plusieurs fois après le dîner. Lorsqu'elle est allée chez le médecin, les symptômes s'étaient atténués et on lui a dit que c'était dû au stress. Les détecteurs de monoxyde de carbone qui se sont déclenchés à 2 reprises à son domicile, fausse alerte. L'incident où les freins de sa voiture n'ont pas fonctionné correctement. Rien de tout cela n'était une coïncidence. Il s'agissait d'une tentative de meurtre de la part de sa mère et de sa sœur. En faisant défiler l'écran, elle est tombée sur la conversation la plus récente, datant de la semaine dernière. Son anniversaire, le mois prochain, tomberait à pic. Oui. Nous dirons que nous préparons un dîner spécial. L'anniversaire de Caroline n'est que dans 2 semaines. Non, dit-elle d'une petite voix. Elle entendit le bruit de la porte du salon qui s'ouvrait et sursauta. Sa mère et sa sœur étaient de retour. Elle s'empresse d'éteindre l'ordinateur portable et de le remettre à sa place. Caroline? Où es-tu? Dit la voix d'Elisabeth. Ici. Je nettoyais la chambre de Vanessa. Caroline tenta de stabiliser sa voix tremblante. La porte s'ouvrit et sa mère jeta un coup d'œil. Oh, je vous remercie. Mais tu devrais laisser Vanessa nettoyer sa propre chambre. Et ne t'inquiète pas. Caroline essaya de sourire, mais ses muscles faciaux ne voulaient pas coopérer. Elisabeth regarde sa fille avec curiosité. Est-ce que tu vas bien? Tu as l'air pâle. Juste un peu fatiguée, Caroline se leva en tenant l'aspirateur. J'ai terminé, je vais retourner dans ma chambre. C'est ce que tu feras. Tu as besoin de te reposer, dit Elisabeth avec gentillesse. Caroline eut un frisson en entendant la fausse sollicitude dans sa voix. De retour dans sa chambre, Caroline ferma la porte, appuya son dos contre la porte et se laissa glisser sur le sol. Des larmes coulaient sur ses joues. Elle était dévastée par le fait que la famille à laquelle elle avait fait confiance essayait de lui ôter la vie. Que dois-je faire? Murmura-t-elle. Doit-elle aller à la police? Mais les preuves seraient-elles suffisantes? La police agirait-elle en se basant uniquement sur les messages d'un vieil ordinateur portable? Caroline se serra les genoux et pleura doucement. Après un long moment, elle prit une décision. Je dois m'enfuir. Tout de suite. Ce soir-là, Caroline feint le calme et agit comme d'habitude. Elle ne put avaler une bouchée du dîner mais fit semblant d'être malade et s'excusa de bonne heure. Après que sa mère et sa sœur se soient endormies, elle commença secrètement à préparer le strict nécessaire. Portefeuille, papier d'identité, un peu d'argent et son téléphone portable. Elle avait décidé de disparaître le lendemain matin. Dans sa chambre sombre, elle regarde le clair de lune par la fenêtre.
réfléchissant à sa vie jusqu'à présent. La douleur d'avoir été trahie par la famille qu'elle avait aimée était trop profonde pour être exprimée. Lorsque la lumière du jour commença à filtrer à travers les rideaux, Caroline était déjà réveillée. En fait, elle avait à peine dormi. L'horloge de chevet indiquait 5 heures. Elle avait largement le temps de partir avant que sa famille ne se réveille. Elle se déplace avec précaution, prend le petit sac qu'elle a préparé hier soir, s'assure que le plancher ne craque pas. Puis elle écrivit un petit mot sur un bloc-notes. Nous partons tôt pour une affaire professionnelle urgente. Nous serons de retour ce soir. Cela devrait lui laisser au moins un jour de répit. Elle n'avait pas l'intention de revenir, mais il ne pouvait pas le savoir. En quittant la maison, Caroline se rend d'abord au guichet automatique le plus proche. Elle retira le montant maximum possible de son compte, puis se rendit dans une succursale de la banque à l'autre bout de la ville pour obtenir plus d'argent. Elle a remarqué le regard suspicieux du guichetier, mais a prétexté des frais de déménagement. Elle s'est ensuite arrêtée dans un magasin de téléphonie pour acheter un nouveau téléphone prépayé. Enfin, elle s'est rendue à la gare routière. Un billet pour Duluth, Minnesota, s'il vous plaît, dit Caroline au comptoir. Sa voix était tremblante. Aller simple ou aller-retour, demanda l'employé. Un aller simple, répond Caroline immédiatement. Le départ du bus était prévu à 9 heures du matin. Assise dans la salle d'attente, Caroline sent que son vieux téléphone commence à recevoir des appels de sa mère. Elle décide de les ignorer. Elle n'est pas encore prête. Finalement, les appels cessèrent et un message arriva à la place. Bonjour. Tu es en avance aujourd'hui. Que est-ce que tu veux pour le dîner? Caroline esquisse un sourire amer. L'intention meurtrière cachée derrière une question aussi banale. Elle ne répondit pas alors que le bus partait et que le paysage urbain de Cleveland diminuait progressivement à travers la fenêtre. Caroline se sentit enfin un peu soulagée. Mais en même temps, son anxiété quant à la suite des événements s'intensifie. Sa grand-mère maternelle, Martha Williams, vivait à Duluth. Elle était l'un des rares membres de la famille à avoir été gentille avec Caroline lorsqu'elle était enfant. Cependant, Elizabeth et Martha sont brouillées depuis des années, et elles ont rompu tout contact depuis l'adolescence de Caroline. Malgré cela, le seul refuge auquel Caroline pouvait penser était la maison de sa grand-mère. Le trajet en bus est long et Caroline est perdue dans ses pensées en regardant le paysage par la fenêtre. Pourquoi sa mère et sa sœur ont-elles essayé de la tuer? Était-ce seulement pour l'argent? Ou y avait-il une autre raison? Elle avait toujours pensé qu'elle faisait de son mieux pour sa famille. Dans la soirée, les appels et les messages de sa mère se multiplient. Au début, ils étaient préoccupés, mais peu à peu, ils devinrent de plus en plus frénétiques. Caroline, où es-tu? J'ai appelé ton travail et ils m'ont dit que tu étais en congé aujourd'hui. Caroline a débranché le téléphone et retiré la batterie. Elle devait s'assurer qu'il ne pouvait plus la contacter. L'après-midi suivant, le bus arriva enfin à Duluth. L'air de la ville était froid, avec un vent plus vif qu'à Cleveland. Caroline ouvrit son application cartographique et vérifia l'adresse de sa grand-mère. Elle ne s'y était rendue qu'une seule fois il y a plus de 15 ans, mais ses souvenirs étaient vagues. Prenant un taxi et donnant l'adresse, le chauffeur se dirigea vers la banlieue. Caroline se sentit un peu plus calme en voyant la vue sur le lac depuis la fenêtre de la voiture. Nous y sommes? Dit le chauffeur de taxi en s'arrêtant devant une petite maison bleue. Dans le jardin, des fleurs se balançaient au gré du vent. Caroline respire profondément et s'approche de la porte d'entrée de la maison. Sa main tremble lorsqu'elle appuie sur la sonnette. Sa grand-mère l'accepterait-elle après une si longue absence de contact? La porte s'ouvrit et une petite femme aux cheveux blancs apparut. Le visage de Martha Williams était profondément marqué par le passage des années, mais ses yeux bleus étaient encore vifs et pleins d'intelligence. Qui est? Commença Martha, avant de sursauter. Caroline? Bonjour, grand-mère, dit Caroline d'une petite voix. Puis-je entrer? Les larmes montent aux yeux de Martha, qui ouvre grand les bras. Bien sûr,
ma chère enfant. Tu es toujours la bienvenue. Caroline s'abandonne à l'étreinte chaleureuse de sa grand-mère, enfin, les émotions qu'elle avait refoulées se déversent. Dans le salon de la maison de Martha, une tasse de thé chaude à la main. Caroline trouve le courage de tout raconter. Le chat qu'elle avait trouvé sur l'ordinateur portable de sa sœur, le plan de fraude à l'assurance, le complot de meurtre de sa mère et de sa sœur. Sa voix tremblait et s'est brisée plusieurs fois pendant qu'elle parlait. Martha l'écoute en silence. Son expression était un mélange de tristesse et de colère. Finalement, elle poussa un profond soupir. « Ta mère a été très gourmande dès son plus jeune âge, » dit Martha à voix basse. Elle était prête à tout pour de l'argent. Mais je n'aurais jamais imaginé que cela irait aussi loin. Je ne peux pas le croire, dit Caroline d'une voix tremblante. Pourquoi moi? C'est ma famille. Martha serra la main de sa petite fille. Tu es en sécurité maintenant. Reste ici. Je te protégerai. Le lendemain, Martha contacte son ami de longue date, l'avocat Thomas Henderson. Thomas est à la retraite, mais il n'hésite pas à donner des conseils juridiques. Elle écoute attentivement l'histoire de Caroline et la conseille sur la manière de préserver les preuves et d'assurer sa sécurité. As-tu des preuves, comme des captures d'écran de la discussion, lui demanda-t-il. Caroline a secoué la tête. J'ai paniqué et je n'ai pas pu aller aussi loin. Mais elle s'est soudain levée. J'ai pris des photos avec mon smartphone. J'ai pensé que j'avais besoin de preuves avant de m'enfuir. Elle a sorti son nouveau téléphone et remis la batterie dans l'ancien. Lorsqu'elle l'a allumé, des notifications de dizaines d'appels et de messages manqués sont apparus. En les ignorant, elle a ouvert l'application Galerie. Bien sûr, il y avait plusieurs photos capturant le contenu de la discussion. Cela suffira-t-il comme preuve? Elle tend son téléphone à Thomas. Ce n'est pas suffisant, mais cela peut être le point de départ d'une enquête, dit-il. Nous devrions contacter la police locale. Pendant ce temps, à Cleveland, Elizabeth et Vanessa ont constaté la disparition de Caroline et s'affolent. Au début, elle pensait qu'elle était simplement en retard, mais lorsqu'elle n'est pas rentrée chez elle le soir même et qu'elle ne répondait pas au téléphone, elles se sont inquiétées. J'ai vérifié sa chambre, dit Vanessa à sa mère. Il manque des vêtements et des objets de valeur. Elle s'est enfuie. Tu crois qu'elle a découvert quelque chose? Demanda Elizabeth avec anxiété. Ne sois pas ridicule, dit Vanessa en baissant la voix. Comment pourrait-elle le faire? Nous avons été prudentes. Mais leur inquiétude n'a fait qu'augmenter. Le lendemain, elles ont signalé la disparition de l'enfant à la police. Pour jouer le rôle de la famille inquiète, Vanessa a également publié un message sur les réseaux sociaux. Ma sœur a disparu. Si quelqu'un a des informations, qu'il me contacte, Gathering sympathie. L'inspecteur Jim Morrison, de la police de Cleveland, interrogeait Elizabeth et Vanessa dans le salon de la famille Bradshaw. A-t-il eu quelque chose d'inhabituel avant la disparition de votre fille? Des conflits familiaux? Rien du tout, dit Elizabeth en secouant la tête. Caroline est une enfant douce qui n'aime pas les conflits. Avait-il quelque chose dans sa chambre qui aurait pu fournir un indice? Rien du tout. Il manquait juste quelques vêtements et des objets de valeur, répondit Vanessa. Il semble qu'elle soit partie de son propre chef. L'inspecteur prend des notes en écoutant leur histoire. Qu'en est-il de ses amis ou de son petit ami? Elle a quelques amis, mais pas de petit ami, dit Vanessa. Elle était trop occupée par son travail pour avoir du temps pour ça. Le détective acquiesce. Eh bien, je vais aussi vérifier auprès de son lieu de travail. Pourrais-je avoir une photo récente d'elle? Elizabeth tendit une photo récente de Caroline. Il s'agissait d'une photo de famille où l'on les voyait tous les trois. Et seule Caroline affichait un sourire sincère. Et ne vous inquiétez pas. Dans la plupart des cas, les personnes adultes disparues reviennent de leur propre gré, dit le détective en se levant. Lorsque la porte s'est refermée, Elizabeth et Vanessa se sont regardées. Et si elle savait quelque chose et qu'elle avait parlé à la police, chuchote Elizabeth.
Ils ne peuvent rien faire avec seulement sa parole et aucune preuve, dit Vanessa froidement. N'oublie pas que nous sommes la famille concernée. À Duluth, Caroline se rendait au poste de police local avec l'aide de Martha et Thomas. Les policiers, d'abord sceptiques, commencèrent à comprendre la gravité de la situation lorsqu'ils virent le contenu du chat. L'historique des changements de police d'assurance et le dossier des maladies suspectes de Caroline. Et la police de Duluth a contacté la police de l'État de l'Ohio et les informations ont été communiquées à la police de Cleveland. L'affaire de la disparition de Caroline s'est soudain transformée en une enquête pour tentative de meurtre. Tout le monde se lève. Une atmosphère tendue règne dans la salle d'audience. Caroline est assise à côté de son avocat, les mains fermement jointes. Elisabeth et Vanessa sont dans le box des accusés, vêtues d'uniforme de prison orange. Depuis leur arrestation il y a 2 mois, elles étaient détenues séparément. L'affaire a évolué rapidement. L'enquête conjointe des polices de Duluth et de Cleveland a transformé les soupçons de Caroline en certitude. Des échantillons prélevés dans la cuisine de sa maison ont permis de détecter des traces de thallium. Et les conduites de freinage de sa voiture ont été délibérément endommagées. La découverte de l'ancien ordinateur portable de Vanessa a été décisive. Lorsque les techniciens de la police ont récupéré les données, ils ont non seulement trouvé un enregistrement complet du chat que Caroline avait vu, mais aussi des détails du plan s'étalant sur plusieurs années. Mon plus grand regret est d'avoir laissé mes filles avec elle. Surtout Caroline. Il regarde Caroline. Ses yeux reflétaient un profond remords. Avez-vous pu maintenir une relation avec Caroline? Les premières années, nous sommes restés en contact, mais c'est devenu de plus en plus difficile à cause de l'ingérence d'Elisabeth. Elle a changé mes coordonnées, caché mes lettres, et finalement, notre relation a été rompue. Caroline essuie ses larmes d'une main tremblante. Elle se souvient qu'on lui avait dit que les lettres de son père n'arrivaient jamais. Tout cela n'était que mensonge. Les avocats de la défense ont tenté de remettre en question la fiabilité des preuves, mais le poids des preuves numériques et physiques n'a pas pu être renversé. L'avocat de Vanessa, en particulier, a fait valoir qu'elle était sous l'influence de sa mère, tentant ainsi d'atténuer sa responsabilité. Au fur et à mesure que le procès avançait, Vanessa commençait à s'effondrer. Le 7e jour, elle a soudainement demandé à l'accusation de conclure un accord de plaidoyer. Elle a demandé une réduction de peine en échange de son témoignage contre sa mère. Elisabeth ayant tout prévu, Vanessa a témoigné à la barre d'une voix tremblante. Elle m'a dit que si Caroline n'était plus là, nous pourrions vivre grassement de l'argent de son assurance. Au début, j'ai cru à une blague. Mais elle était sérieuse. Vous avez accepté, insiste le procureur. Vanessa hésite un instant. Je ne pouvais pas échapper au contrôle de ma mère. Quand elle me demandait de faire quelque chose, je suivais. Ça a toujours été comme ça. Mais si l'on regarde les enregistrements des discussions, on s'aperçoit que vous contribuiez aussi activement à l'élaboration des idées, n'est-ce pas? Vanessa baisse les yeux. Oui. Je ne peux pas échapper à ma culpabilité. Le dernier jour du procès, Caroline est appelée à la barre. Malgré le mélange de peur et de tristesse qu'elle ressent, elle trouve le courage de dire la vérité. Elle parle des détails du plan cruel de sa mère et de sa sœur, de la douleur de la trahison qu'elle a ressentie et des jours de peur. Accusée, que pensez-vous de la déposition du témoin? Demande finalement le juge. Elisabeth a répondu avec une expression froide. Ma fille a toujours été douée pour attirer l'attention. Ceci n'est pas une exception. Pendant ce temps, Vanessa a dit à travers les larmes, Je suis désolée pour Caroline. Je ne m'attends pas à être pardonnée, mais, je suis vraiment désolée. Après une courte délibération, le jury a rendu un verdict de culpabilité unanime. Accusée Elisabeth Bradshaw, le jury vous a déclaré coupable de tentative de meurtre et de fraude à l'assurance, dit le juge avec une expression sévère. La Cour vous condamne à 15 ans de prison. Accusée Vanessa Bradshaw, compte tenu de votre attitude coopérative, la Cour vous condamne à 8 ans de prison. Une fois la sentence prononcée,
Caroline a poussé un profond soupir de soulagement à l'extérieur de la salle d'audience. Sa grande-mère, Martha, se tient à ses côtés et lui tient doucement la main. C'est fini maintenant, demande Caroline d'une petite voix. Le procès est terminé, dit Martha. Mais ta vie ne fait que commencer. Dans le couloir du tribunal, Jonathan s'approche avec hésitation. Caroline, pouvons-nous parler? Caroline acquiesce. Mais avec hésitation. Reconstruire une relation avec son père ne serait pas facile, mais il pouvait au moins commencer par connaître et comprendre la vérité. Une petite lueur d'espoir s'alluma en elle. Elle était vraiment devenue libre. 3 ans après le procès, par une paisible journée de printemps, Caroline regardait par la fenêtre de la bibliothèque de Duluth. Elle y travaille comme bibliothécaire depuis 2 ans. L'environnement calme entouré de livres l'avait aidé à guérir de ses traumatismes passés. Caroline, pourriez-vous m'aider à retrouver la place de ce livre? En se retournant, elle aperçoit David Martin avec un sourire chaleureux. Professeur d'histoire de 40 ans, Caroline et David s'étaient rencontrés lors d'une visite de recherche à la bibliothèque. D'abord prudente, Caroline a progressivement ouvert son cœur à la sincérité et à la gentillesse de David. Aujourd'hui, ils sont fiancés et préparent leur mariage pour le mois prochain. Bien sûr, Caroline sourit. Prend le livre et le guide jusqu'à l'étagère. Le soir, elle retourne chez Martha. Sa grande-mère, aujourd'hui âgée de 78 ans, était devenue un peu plus faible dans ses jambes et son dos, mais elle s'occupait toujours avec énergie des fleurs de son jardin. En vivant avec sa grande-mère, Caroline avait appris à connaître la chaleur d'une vraie famille. David a appelé, Martha a appelé du salon. Il a dit qu'il s'agissait de la confirmation finale du mariage. Merci, dit Caroline en souriant. Tu sais, grande-mère, je suis vraiment heureuse, dit-elle doucement. Je suis si contente d'être venue ici. Martha a pris la main de sa petite fille et a répondu, si tu es heureuse, je le suis aussi. Sa relation avec son père, Jonathan, se rétablit peu à peu. Il avait déménagé de l'Arizona au Minnesota pour vivre près de Caroline. Il était difficile de rattraper le temps perdu, mais tous deux avançaient pas à pas. Papa dit qu'il veut faire un discours au mariage. Dit Caroline à Martha. Lui aussi revient de loin, dit Martha avec douceur. Ce soir-là, Caroline reçut une enveloppe. Elle portait le cachet de la prison. Elle l'ouvrit avec hésitation. C'était une lettre de sa sœur, Vanessa. Caroline, je sais que je ne pourrai jamais me racheter pour t'avoir blessée. Mais je veux te dire quelque chose. J'ai commencé à étudier la psychologie en prison et j'ai trouvé le courage de me regarder en face. Et il est vrai que je n'ai pas pu échapper à l'emprise de ma mère, mais ce n'est pas une excuse. Je souhaite votre bonheur. J'ai juré de ne pas devenir comme notre mère. En espérant qu'un jour tu me pardonneras. Vanessa. Caroline a regardé la lettre pendant un long moment. Elle ne pouvait pas pardonner immédiatement, mais elle voulait croire au changement de sa sœur. Des lettres avaient également été envoyées par Elisabeth, mais elles ne contenaient aucun mot d'excuse. Seulement un contenu suggérant qu'elle était la victime. Caroline avait décidé de ne pas y répondre. Elle ne changera pas. Et ce n'est pas ma responsabilité, se rappela-t-elle. Regardant la pleine lune visible de la fenêtre de sa chambre, Caroline réfléchit au parcours de sa vie. Malgré une terrible trahison, elle a fini par trouver le vrai bonheur. Nous ne pouvons pas choisir notre passé, murmura-t-elle à voix basse. Mais nous pouvons construire notre propre avenir. Sa nouvelle vie brillait chaleureusement à la lumière de l'amour et de la confiance.